dans les couloirs de maisons d'arrêt, où on les a enfermés comme on enferme des bêtes nuisibles et mutantes, incapables de soumission. Elle est essoufflée. Le vent lui arrache les mots de la bouche. Sur son visage passionné, magnifique, les larmes coulent. Elle ne replie pas les bras pour les essuyer. Elle est en transe, mais son corps menace à tout instant de la trahir, de s'effondrer, de se déchirer. Et elle sait qu'il vaut mieux bouger le moins possible. Il vaut mieux se figer pour tenir. Elle est sous le ciel, en face du ciel, au milieu des herbes. Les nomades au loin se sont glissés avec leurs troupeaux dans un ballon. Elle ne les voit plus. De son public, seuls les brûlés sont restés à portée de voix. Le gros mort disgracieux l'a écouté un moment, puis il s'est écarté, et après une centaine de mètres, il s'est enfoncé dans un champ de roseaux et il n'en est plus sorti. Des corbeaux sautillent entre les touffes gris-vert, gris-jaune, des graminées au nom mongol, et en déployant à peine les ailes, ils vont examiner au creux du fossé l'état des brûlés, puis ils reviennent s'installer sur la crête herbue. C'est aussi pour eux que Lindaou dit sa leçon. Voilà ce que pour nous signifie l'engagement en politique, dit-elle. Quand Lindaou pleure, je pleure moi aussi. Mais peu importe, nous ne sommes pas ici pour nous apitoyer sur nous-mêmes. Les écrivains du post-exotisme, reprend-elle, ont en mémoire sans exception les guerres et les exterminations ethniques et sociales qui ont été menées d'un bout à l'autre du XXe siècle. Ils n'en oublient et n'en pardonnent aucune. Ils conservent également à l'esprit en permanence les barbaries et les inégalités qui s'aggravent entre les hommes, et pas une seconde ils n'écoutent les chiens des maîtres qui leur suggèrent d'adapter leur propagande à la réalité et au présent. Autrement dit, au présent et à la réalité telle que les conçoivent les responsables du malheur, et qui leur conseillent de rompre avec leurs croyances obsolètes, de s'avouer vaincus, et de rejoindre après, bien sûr, les formalités de levée d'écrou, le camp des paroliers officiels, où ils pourraient, à leur tour et à leur manière, participer à l'embellissement philosophique et poétique du malheur. Par exemple, en chantant les avantages du présent et en expliquant aux gueux sans nombre de cette planète que tout ira bien pour eux, ou plutôt pour leurs descendants, s'ils sont patients, s'ils acceptent de végéter encore 1000 ans sans toucher à rien. Les écrivains post-exotiques tournent le dos à ces conseillers qui sentent les mêmes odeurs que les maîtres. Ils considèrent que le XXe siècle a été constitué de 10 décennies de douleur à grande échelle, et que le XXIe siècle s'est engagé sur la même route, car les causes objectives et les responsables de cette douleur sont toujours là, et même se renforcent et se reproduisent comme dans un Moyen-Âge interminable. Lindaou observe une pause. Elle a du mal, face au vent, contre le mur, dans la steppe où les distances lui donnent le vertige, dans la cellule où elle ne peut pas faire 3 pas sans se heurter à quelque chose d'infiniment dur et infranchissable. Elle voudrait crier. Elle a un cri en gorge, mais finalement, elle marmonne. Voilà ce qui motive notre enfermement dans une pensée radicale de la révolte. Elle ferme les yeux, on ne sait plus ce qu'elle voit, on ne sait plus si les corbeaux picorent devant elle dans le fossé ou s'ils se sont envolés, ni si les morts sont encore là, couverts de bandages carbonisés, ni s'ils l'écoutent. On ne sait plus ce qu'on entend. Du vent sous le ciel infini, une leçon de Lindaou, ou une leçon de Maria Iguacel, ou un courant d'air dans l'étage vide. Une fois écrasés et condamnés, reprend-elle, les écrivains du post-exotisme se sont obstinés à exister encore dans l'isolement des quartiers de haute sécurité ou dans la clôture monacale définitive de la mort. Leur respiration n'a plus servi qu'à assurer leur survie en tant que corps inutiles, disons en tant que poumons avec conscience, en tant que poumons bavards. Leur mémoire est devenue un recueil de rêves. Leurs marmonnements ont fini par
façonné des livres collectifs et sans auteur clairement revendiqués. Ils se sont mis à ruminer sur les promesses non accomplies et ils ont inventé des mondes où l'échec était aussi systématique et cuisant que dans ce que vous appelez le monde réel. Elle s'interrompt, le vent autour d'elle ne bouscule plus les herbes, tout est immobile, même les corbeaux. Elle aimerait tout de même voir ceux qui sont couchés ou peut-être assis devant elle, invisibles dans le trou de terre, les brûlés qui doivent être encore là, mais qui ne se manifestent aucunement. Dans ce que les morts appellent le monde réel, précise-t-elle. Elle passe un moment à réfléchir, puis elle sent qu'elle est adossée au mur, et elle fait aller sa tête jusqu'au ciment. Elle caresse une ou deux fois le ciment avec l'arrière de son crâne, puis elle balance sa tête plus fort, jusqu'à ce qu'elle entende le choc et qu'elle ait mal. Elle sait qu'à partir de maintenant, il lui faudra aller vite, pour ne pas perdre le fil de son discours. Les morts, bégait-elle. Elle a mal. La solitude la blesse horriblement. Elle pleure. Je pleure avec elle. Leur parole a retenti dans un espace où les vivants se raréfiaient, dit-elle avec difficulté. Ainsi, et seulement ainsi, doit être perçue la littérature post-exotique, comme un dernier témoignage, inutile et imaginaire, prononcé par des épuisés ou par les morts, et pour les morts. Notre parole, un temps passe. Bien entendu, reprend-elle, notre parole ne prétend pas avoir une quelconque utilité dans le combat égalitariste concret qu'il conviendrait de mener hors les murs pour libérer des cycles du malheur les 5 ou 6 milliards d'individus qui y sont plongés. Ce que les actions militaires n'ont en aucune manière ébréché, des paroles d'écrivains ne peuvent le menacer ni le briser. Nous savons cela, nous n'entretenons aucune illusion sur cela. Elle ne bouge pas pendant un moment, puis elle se cogne le crâne plusieurs fois sur la paroi de ciment contre laquelle elle s'appuie. Nous n'éprouvons aucune fierté en maniant la parole, même si nous savons que notre poésie n'est pas comparable aux jongleries serviles que produisent en abondance les domestiques bavards des maîtres. Nous connaissons notre insignifiance. Dans un univers où la multiplication du verbe est le terreau sur quoi prospèrent les acteurs du malheur, sur cette ignoble scène de théâtre où le foisonnement des débats contradictoires est un écran cynique derrière quoi les maîtres conservent les mains libres, le verbe n'a ni influence ni force. Nous ne vivons plus dans cet univers, mais notre forteresse carcérale n'est pas non plus un lieu où dire les choses permet de changer les choses. La parole post-exotique s'interrompra lorsque le dernier de nos écrivains s'éteindra et personne nulle part ne s'en rendra compte. Toutefois, tant que nous disposerons d'un peu de souffle encore, nous inventerons encore et encore la magie absurde de cette parole. Nous irons dans les mots et nous dirons le monde. Linda Wu est en lambeaux, le vent et la solitude l'ont déchirée encore une fois, elle est trempée de sueur et de larmes. Moi aussi. La leçon est terminée, dit-elle, pour conclure. Eh bien, c'est là. La leçon est terminée. La leçon, elle est terminée.